Bonsoir tout le monde, je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Ce soir, pour ce nouveau Jump Live, comme tous les soirs à 18h30, nous sommes avec Madame Danielle Mars, présidente du Jumping International de Dinard. Et donc, elle fait partie des acteurs importants de ce monde, avec plusieurs casquettes que vous allez découvrir. Et puis, on va pendant une heure essayer de retracer un petit peu sa vie et à travers elle, les chevaux célèbres que sa famille a eu à faire naître, et les cavaliers avec lesquels ils ont collaboré. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau Jump Live. Bon, je vous ai introduit, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur Dinard, sur le RADM. C'est vrai que vous avez plusieurs casquettes, un peu comme d'autres personnalités qu'on a accueillies. Tout d'abord, comment allez-vous et où est-ce que vous vivez ce confinement Et moi, je confine à Paris. D'accord. Contrairement à beaucoup de vos invités, je confine à Paris, dans un appartement. Mais c'est tout à fait agréable et on revient sur soi et c'est une expérience. Et donc, vous parlez de nos invités, vous avez peut-être dû voir quelques épisodes. Vous aussi, pour vous, ça fait du bien cette pause si on met de côté la crise qui est tout de même dramatique, mais personnellement, est-ce que ça fait du bien d'être obligé de s'arrêter parce que finalement, on n'a pas souvent l'initiative de le faire de nous-mêmes? Alors moi, comme je suis dans d'autres métiers aussi, je ne m'arrête pas vraiment. Mais le fait d'être confiné, ceci étant un grand mot, fait qu'on retourne un peu plus sur soi, on fait attention à d'autres choses et je pense que c'est plutôt positif. Et donc, vous êtes présidente du Jumping International de Dinard, DRH de Marcenco, un cabinet de conseil en Absolument. stratégie créé par votre mari. J'ai vu que votre mari disait: je n'ai jamais fêté le moindre contrat. Ma plus grande fierté est d'avoir construit avec Daniel le plus beau palmarès de l'histoire du saut d'obstacle français. Nous cumulons tout de même 55 sélections en équipe de France et médailles aux championnats d'Europe, du monde et Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai Oui. que bon, je suis né en 97 et j'ai quand même regardé ce qui s'est fait dans le passé, mais c'est pas la première chose à laquelle je vous identifie. Est-ce que vous pouvez, on va essayer de revenir avec toutes les personnes qui nous regardent sur les grandes heures du RADM et de ces 55 sélections, justement. Où est-ce que ça a commencé? Vous êtes issu d'une famille du cheval? Mon père adorait le cheval, il montait à cheval, il m'a mis à cheval très tôt, mais ça n'a pas été une grande famille de cavaliers. Mais bon, on a quand même familialement eu la passion du cheval, mon mari la passion de la compétition au sens large du terme. Et j'ai mis les enfants à cheval très tôt, ce qui nous a amené à rencontrer les Lederman en 83. D'accord. Donc, vous voyez, vous ne Et, pensiez même, on ne pensait même pas à vous à cette époque. Donc, et du nous avons coup, fait connaissance avec les Lederman en 83. et donc Alexandra Lederman, c'est vrai que ça a été votre première cavalière, celle qui vous a mis le pied à l'étrier et dans laquelle vous avez investi? Oui, alors est-ce que c'est nous, elle qui nous a mis le pied à l'étrier ou est-ce que c'est nous que c'est avec elle qu'a démarré l'histoire des chevaux de compétition? Et donc ce rocher M, le M de Mars, c'est ça? C'était Absolument. votre cheval? Ce qui a fait beaucoup couler d'encre à l'époque, parce que ça ne se faisait pas encore. On a eu hier Gilbert Balanda qui nous a expliqué avoir été l'un des premiers cavaliers avec Nelson Pessoa. Je vois Rodrigo ici et on le salue. Euh, un des premiers cavaliers à avoir été professionnel à un véritable contrat avec Moët et Chandon ou autre. Vous avez été un des premiers propriétaires à porter un affixe. À rebaptiser un cheval. Et ça n'a pas été très très bien vu au départ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les chevaux avaient des affixes, ça correspondait à l'éleveur, et c'est vrai, mais il s'est toujours appelé en fait Rocher Rouge M. Hein. D'accord. Euh,
Donc le M a été rajouté. Et donc, on a eu Alexandra Lederman il y a peu pour une interview papier, mais c'est bien qu'on revienne sur ça. C'est vrai que championne d'Europe, une médaille de bronze à Atlanta aux Jeux Olympiques. Euh, un premier coup d'éclat avec votre premier cheval, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus en détail cette partie de votre vie? Ah, l'histoire de Rocher, c'est une histoire assez étonnante. En fait, on avait accompagné Alexandra lorsqu'elle a été qualifiée, enfin oui, qualifiée pour participer à la Coupe du Monde, à la finale de Coupe du Monde à Delmar. Donc on l'avait accompagnée et au cours d'un déjeuner avec son père, mon mari dit bon ben Alexandra va aller aux Jeux Olympiques à Barcelone avec Punition, qui était la jument de haut niveau qu'elle montait à l'époque. Et Jean-Pierre Lederman répond non, non, Punition n'a pas, n'a pas le niveau pour faire les Jeux Olympiques. Et mon mari répond bon, bah, si vous trouvez un cheval qui puisse aller sur le podium aux prochains Jeux Olympiques, on est partant. Voilà comment a démarré l'histoire. Et donc, ça a été. Et quelques mois après, Jean-Pierre nous a appelé en disant bon, on a vu un cheval qui nous paraît intéressant, donc on est allé avec Alexandra et ses parents l'essayer dans le nord de la France. Et on a acheté Rocher, qui, je crois que beaucoup de cavaliers ont beaucoup souri parce que pour tout le monde, c'était un pansement. Donc, oui, je pense que c'était l'appellation du moment. Et c'est vrai que pendant des mois, Rocher n'a pas voulu croiser un autre cheval au paddock. L'eau, il n'approchait même pas à 10 mètres. Donc, un peu compliqué. Bon, Alexandra a essayé encore. Beau jour, sa mère m'a dit, je ne sais pas si on va y arriver. Et j'ai dit, bon, on n'a pas le choix, on continue. Et Rocher, je sais pas, 15 jours après, a gagné le Grand Prix d'Évreux. Et puis ça a démarré, il s'est déclenché à ce moment-là. Je crois qu'il s'est dit, bon, allez, plutôt que d'aller contre Alexandra, je vais aller avec elle. Et ça a démarré comme ça. Il y a eu encore quelques petites créativités sur l'eau, mais après, tout s'est bien passé. Et à l'époque, quels étaient vos objectifs? C'était être propriétaire de haut niveau, comme on voit actuellement le Harald Clarbecq, HDC, c'était aider. Oui, je pense que au départ, c'était vraiment aider Alexandra à monter au plus haut niveau. Et du coup, comment on vit en tant que propriétaire Atlanta, ensuite cette médaille d'Europe individuelle et cette symbolique en plus qui est que c'est une femme et que c'est encore plus rare d'avoir une Française qui plus est femme. C'était la première femme championne d'Europe. Hein, parce qu'après, bon, il y a eu Meredith, mais Alexandra a été la première femme championne d'Europe à une époque où elle le raconte d'ailleurs. Sur ce même terrain d'Ixted, il y avait une autre compétition où les femmes étaient interdites. Elle nous en a parlé dans l'interview, absolument incroyable, si vous Voilà. pouvez expliquer. Donc ça mettait encore un peu plus de sel à sa victoire. Donc, si on peut expliquer pour les gens qui n'ont pas lu cette interview, en fait, à l'époque, il y avait certains grands prix exclusivement pour les hommes et un Alors, grand prix de 145. je pense que cette épreuve à Ixted devait être la dernière où les femmes étaient interdites. Et donc, c'était un grand prix au rabais 1,45 m. Et Alexandra disait, mais Voilà, moi, je veux me confronter au meilleur, c'est ma place, laissez-moi courir avec les hommes. voilà. Et puis, du coup, Il n'en a vous pas êtes été peut-être mieux question, donc placé elle est pour partie. expliquer. Donc elle est partie, elle n'a pas fait ces épreuves et elle est repartie. Et du coup, quelques mois plus tard, au même endroit, Voilà, elle est championne d'Europe et elle cloue le bec à l'organisateur. absolument. L'organisateur était malgré tout un grand monsieur de l'équitation à l'époque. Oui, c'est vrai que c'est des. J'imagine que c'est des époques peut-être différentes et
le fait que ce soit le seul sport mixte aussi olympique Oui, fait que c'est peut-être assez délicat pour certains. Euh, et donc ensuite vient, on fait un pont, mais un deuxième cheval, c'est ça, avec Tlaloc? oui. Alors il y a eu d'autres chevaux. Il y a eu Coupe du Midour aussi, qui Exact. avait une très très jolie carrière. Et puis on est passé à Tlaloc, puisque c'est bon. Entre-temps, il y a eu la création du RADM et l'achat de Tlaloc, de l'art de la pierre, puisque ce cheval avait été rebaptisé au Mexique par Alfonso Romo Tlaloc, et il est devenu in fine Tlaloc M. Et lui a été champion du monde des étalons à Zangersheim. Et puis, il a eu une médaille d'argent au championnat du. Non, il a été médaille d'or au championnat du monde par équipe et ensuite médaille d'argent au championnat d'Europe. Et dans quel objectif s'inscrivait la création du RADM qui est venu après finalement l'achat de vos premiers chevaux? Parce que mon fils Grégory avait toujours voulu faire de l'élevage et s'occuper de chevaux, donc on a acheté ce haras qui était l'ancien haras de Jean-René Goujon, donc le haras DM a vu Ourasi. D'accord. Et donc voilà, c'est Un né grand comme du monde ça, des courses. par passion de Grégory pour l'élevage et pour le concours. Donc oui, c'était un élevage. Vous aviez des poulinières, des étalons Absolument, peut-être. absolument. Et on D'accord, a, au fil des années, on a racheté un certain nombre d'étalons, dont Quickstar, d'accord. qui est quand même, je pense, un des pères les plus fameux. À quelle période vous l'avez acheté? Il était Oh, déjà retraité? pardon, oui, il Il était est... déjà retraité. Oui, Donc c'était à la fin de sa carrière, on oui. imagine. D'accord. Et, et donc ensuite, bon, il y a toute une partie avec Rénal où là, consécration. Alors, la partie, il y a eu Tlaloc avec Reynald. Et puis ensuite, il y a eu la période avec L'âme de Fétan, Jarnac et Timothée Ancio. On a toujours, en fait, euh, travaillé avec de jeunes cavaliers. Nos chevaux ont toujours été confiés à de jeunes cavaliers. Ce souci d'aider ce drapeau français, vous disiez que votre mari aimait les sports. J'ai vu des sports assez extrêmes d'ailleurs. Oui, C'est se battre pour son pays à travers d'autres personnes. absolument, absolument. Et puis, cette idée aussi de donner leur chance à des jeunes. Bon, à travers ces trois personnes, ça a plutôt Voilà. bien Et puis, réussi. il y a Marc Dillasser aussi qui est passé par le Haras. Oui, c'est vrai, il nous a parlé de beaucoup de ses expériences en tant que jeune Oui, cavalier. Il était là avec nous. absolument. C'est vrai que vous arrivez à une période, peut-être la période de Timothée, avec des grands Oui. étalons qui font du sport, peut-être des bonnes poulinières. C'est l'élevage qui vous met le plus en avant et qui est votre première source de revenus. Comment ça se passe à ce moment-là? Bon, les revenus dans le monde du cheval, c'est toujours assez compliqué, mais c'est vrai que c'est la principale source de revenus, sont les étalons, bien sûr. Et puis la vente de chevaux, hein. Il faut D'accord, oui. pas se, il faut pas se cacher. Euh, le revenu le plus important dans notre monde, c'est la vente des chevaux. Et donc là, actuellement, à quoi ressemble le RADM? On vous voit plus avec la casquette organisatrice de concours qu'on va développer après, mais pour finir sur toute cette période propriétaire et éleveuse et étalonnier, vous avez un petit peu réduit? Comment ça se passe? Comme beaucoup de haras, on a un petit peu réduit, mais on continue encore à avoir beaucoup de poulinières et beaucoup de produits. On en a quand même un certain nombre qui nous paraissent avoir de l'avenir. Et donc ça, malgré
vos nombreuses casquettes, c'est le week-end, vous retournez voir vos chevaux, le haras, les concours. C'est un échappatoire? C'est que comment on voit ça? Non, je ne peux pas appeler ça un échappatoire. J'aime aussi ma vie, ma vie d'entreprise. Euh, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est assouvir sa passion. C'est pas un échappatoire. D'accord. Et donc, on va parler un petit peu d'autres casquettes. C'est vrai que vous avez été aussi présidente de l'Association des propriétaires français, il me semble. Français, absolument. C'est J'ai aussi beaucoup participé et à la SHF et au CEL français. Donc oui, j'ai beaucoup de casquettes. Ça, c'est toujours c'est ce côté Et ce, entrepreneuriat de, non, et ce d'aider. côté aider aussi. D'accord. Je pense que c'est quelque chose d'important. Bon, quand on est justement dans le monde de l'entreprise, c'est aussi de participer à autre chose différemment. D'accord. On a une question. Bonjour Madame Mars, quel est le cavalier ou la cavalière au monde que vous admirez le plus, toutes disciplines confondues? C'est c'est toujours des questions un peu pièges. Mais... C'est les questions pièges, hein, ça. Alors, je vais repartir sur une période qui me correspond plus. Ludger-Beerbaum. D'accord. Bon, c'est encore très actuel, Oui, finalement. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas trop se tromper en disant Ludger. Euh, il y en a plein d'autres. Hein. C'est bon, celui-là, c'est une figure. Il y a Rodrigo qui est là. Ben oui, j'admire beaucoup Rodrigo. et donc, dans les années 2000, vous organisez l'été du Grand Parquet. Vous êtes d'abord à Fontainebleau, finalement, avant d'être à Dinard. Euh, Absolument. et quels étaient les objectifs à Fontainebleau et pourquoi avoir choisi Fontainebleau en premier lieu? Alors pourquoi? Pour faire revivre un site qui était complètement tombé, alors on ne va pas dire en désuétude parce qu'il y avait la grande semaine, il y avait un certain nombre de concours, mais qui n'avait pas l'éclat qu'il aurait dû avoir. Donc c'est ça au départ. Bon, un terrain en herbe, je ne me sens pas, peut-être que ça m'arrivera un jour, mais je ne me sens pas organisée sur un terrain en sable. D'accord. Je trouve que l'équitation sur un terrain en herbe ressort beaucoup plus. Bon, j'ai un côté aussi peut-être qui fait très attention à l'esthétisme et je pense que organiser un concours, c'est aussi se dire qu'il faut qu'il y ait des images, qu'il y ait du grand sport. Et pour moi, le grand sport correspond aussi avec les terrains en herbe, l'esthétisme avec les terrains en herbe. C'est plus facile de faire chatoyer des images d'un terrain en herbe que d'un terrain en sable. Donc Fontainebleau, c'était un ensemble, faire revivre ce site qui n'avait plus de grandes manifestations, un très beau site parce que le Grand Parquet, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà. Et donc finalement, euh, enfin, Fontainebleau, c'était pas à l'époque ce que c'est maintenant avec beaucoup de compétitions et des CSI. C'était un peu à l'abandon finalement, à part la grande semaine. Alors, il y avait peu de manifestations, mais ça avait l'avantage justement que le terrain Oui. en herbe était encore de qualité. Ah oui, Et c'est vrai que puis, maintenant. voilà, c'est la polémique habituelle. Un terrain en herbe, c'est, allez, deux, trois manifestations par an. D'accord. Au-delà, il n'y tient pas, ou il est ni beau, ni sûr. Donc, et puis, il est arrivé à un moment où il y a eu, à partir du moment où nous, on y est allé, il y a eu pas mal d'organisateurs. Bon, je ne parle pas du BIP qui était déjà bien installé à Fontainebleau, mais il y a eu beaucoup d'organisateurs qui ont dit on va faire aussi des concours au Grand Parquet. Et bon, je pense qu'il y avait à peu près une manifestation tous les 15 jours sur les 6 mois d'été. Euh,
et il est arrivé à un moment où c'était plus jouable, quoi. On fait pas. Bon, à ce moment-là, nous faisions des 4 étoiles. Qui ne se fait plus d'ailleurs sur ce terrain. Ah ben non, on est descendu à 2 étoiles, je pense, qui n'a rien de Oui, c'est tout dramatique. accessible. C'est aussi des concours qui doivent exister. Mais moi, même à 2 étoiles, je ne me sentais pas de donner un terrain qui n'était, à mon avis, pas safe pour des chevaux et prendre des risques. Donc vous avez eu un peu le flair et vous avez dit, bon, j'arriverai pas à assouvir mes objectifs sportifs, je vais trouver un autre terrain qui me le permet. Non, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Je me suis un peu battue avec la mairie de Fontainebleau en essayant de leur faire comprendre qu'il faudrait peut-être voir les choses de façon différente pour préserver ce terrain et pouvoir justement organiser des manifestations de haut niveau. Et puis, ben, alors je les comprends d'un côté, il y a l'aspect rentabilité qui fait qu'ils n'ont pas accepté ce que je demandais. Et donc, pour moi, c'était absolument plus possible. En revanche, j'ai commencé Dinard, nous avons commencé Dinard en 2013 et nous avons continué Fontainebleau en 2013 et 2014. Et puis 2014, on s'est dit que vraiment c'était plus possible, on ne pouvait pas continuer sur un terrain pareil. Et de ce fait, on est resté à Dinard, qui est quand même un terrain extraordinaire. Mais vous parliez de rentabilité pour Fontainebleau. Il y avait des solutions pour être rentable tout en préservant le terrain ou c'est mission impossible sur le grand parquet? Bah, il fallait faire tourner beaucoup plus et de façon différente les terrains en sable. Oui, puis il y a plusieurs Mais pistes là-bas. voilà, il y avait quand même un certain nombre de pistes, donc il fallait faire tourner ces pistes en sable, les remettre en état parce qu'elles n'étaient pas totalement en état non plus, mais ça c'était quand même possible de les remettre en état, les faire tourner, mais privilégier le grand parquet. Bon, on voit maintenant d'ailleurs le grand parquet, on envisage de le mettre en sable, ce que je trouve tout à fait dommage. Et donc, j'ai lu, vous êtes bien entouré de vos enfants qui font aussi partie de l'aventure. J'ai lu que Samantha, une de vos filles, vous tannez un petit peu pour Dinard et que vous étiez un petit peu réticente au début. Ah oui, alors j'en avais deux, j'avais Samantha et Grégory qui tous les ans allaient à Dinard pour accompagner sur les chevaux des haras, soit Samantha montait en amateur. Et en 2011 et 2012, ils sont rentrés de Dinard en me disant c'est extraordinaire, tu devrais reprendre Dinard. J'ai fait moi, Fontainebleau me suffit, je ne suis pas une organisatrice de concours on va dire professionnel, hein, j'en fais, c'est pas aussi par passion. Et donc, je me suis un peu fait tirer l'oreille. Et puis, fin 2012, quand ils sont rentrés en me disant, bon, il faudrait qu'on reprenne Dinard, en plus, les organisateurs, monsieur et madame Pigeon, ne veulent plus continuer. Donc, il faudrait envisager, et j'ai craqué. Oui, c'était le bon moment, finalement. C'était le bon moment. Et donc, nous avons présenté notre candidature pour obtenir la délégation de service public, parce qu'il faut savoir que nous ne faisons pas que le CSI, nous avons la gestion du centre équestre de Dinard. C'était un D'accord. package de tout compris. Hein. On pouvait organiser un concours, mais il fallait aussi gérer le centre équestre de Dinard. Gérer au niveau du business, gérer les comptes, gérer la Tout, direction, la stratégie.
quand on dit gérer, c'est aussi s'occuper de la cavalerie, D'accord. gérer les moniteurs, tout, quoi. D'accord. Oui. Oui, un gérant d'une structure. D'accord. Voilà, on est patron, entre guillemets, de centre équestre. Et ça implique quoi dans le quotidien quand vous Dans, n'êtes pas dans le quotidien, j'ai quelqu'un qui gère oui. le centre équestre pour nous. On a Maxence Bro qui gère très très bien ce centre équestre. Mais bon, ça complique quand même un peu les choses. Parce que du coup, ça vous apporte en revanche la certitude que ce terrain, vous pouvez le mener un petit peu à Voilà, convenance et puis vous êtes voilà, sûr que. c'est un terrain que l'on gère absolument comme l'on veut. Alors bon, bien évidemment avec la municipalité, mais il n'y a pas sur ce terrain en herbe, il y a seulement le championnat de Bretagne, Oui. le CSI, et puis un national qui suit le CSI, comme de toute façon tout est installé. Donc, mais c'est tout. Donc, 3 manifestations par an. D'accord. Donc là, le terrain ne souffre pas. Oui, c'est Et sûr. on le gère comme l'on veut, comme je vous l'ai dit, avec la municipalité, mais si on décide de faire un apport de sable pour alléger le terrain, on a des apports de sable, on rajoute, il y a des apports de pouzzolane aussi. Enfin, c'est nous qui le gérons avec la municipalité. En tant qu'organisatrice de concours, vous vouliez des terrains en herbe, des terrains qui avaient déjà une histoire. À Fontainebleau, il y avait quand même une histoire. Et Dinars, vous l'avez repris, il y avait déjà plus d'une centaine d'éditions. Ça faisait 100 ans que ça Oui, existait, il me semble. le premier concours a été en 1912. D'accord. Rien. Et il y a eu des concours tous les ans, sauf pendant la guerre de 14-18. D'accord. Et donc, quand on devient le nouveau témoin du sport qui se déroule à Dinard et qu'on a pour mission de le magnifier, euh, comment ça se passe? Vous vous replongez dans toutes les archives un petit peu, voir quand même qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain? C'était important pour vous? Oui, c'était important de retrouver l'histoire du terrain, mais on la connaissait, Oui. l'histoire du terrain. En revanche, il fallait faire quelque chose de neuf pour justement faire éclater ce terrain. Parce qu'il avait accueilli, il y a eu toute Ben, il y a une eu heure de les gloire championnats pendant les. d'Europe, Voilà. Et le les CSIO de championnats France qui d'Europe, était avant à Dinard et maintenant à La Baule, c'est ça? absolument. Pendant D'accord. assez longtemps, ça a été le CSIO de France. Alors, je ne sais plus exactement les années. Il y a eu une période où il y a eu une alternance entre La Baule et Dinard. Et puis, c'est parti à La Baule et c'est resté à La Baule. Et contrairement à ce que beaucoup disent, je ne me battrai jamais pour remporter le CSIO euh, De de France? France et prendre la place de la Baule. Je m'entends très bien avec les organisateurs de la Baule et en aucun cas, malgré ce qui a été souvent dit, je n'ai l'intention de, entre guillemets, piquer le CSIO à la Baule. Parce que c'est arbitré chaque année, ça, Non, c'est pas du tout, décision. mais ça peut être remis en question. Il y a des moments où chaque chose est remise un peu en question. Et puis, Parce vous que pour savez, les gens qui nous regardent et qui sont peut-être pas. Au fait, il y a un CSIO par pays oui. et du coup, il faut arbitrer Alors maintenant, il y a 2 CSIO puisqu'il y a le tout. un CSIO de seconde ligue, en fait, qui devait être au Touquet cette année et qui a été, comme beaucoup de concours, Oui, annulé. oui c'est vrai que pour la première édition, ils n'ont pas, Oui, pas eu de chance. c'est Euh, très. j'ai j'ai- j'ai vu un budget d'1,7 million d'euros en 2019 pour le concours de Dinard. Euh, Ouais. quels sont les plus gros coûts pour une organisation de concours et est-ce qu'on peut être rentable ou il faut vraiment se dire je dois en faire toute l'année comme un circuit à la Yann Tops avec le global ou
eh ben, j'essaie juste de rééquilibrer et puis d'offrir ces beaux moments de sport à tous. Quelle est la stratégie un petit peu quand on est organisateur d'un concours? La stratégie pour nous, c'est d'équilibrer. D'accord. Gagner de l'argent sur le concours, c'est pas le, c'est vraiment pas le but, mais équilibré. J'entendais l'autre jour sur votre émission Christophe Hameux qui disait difficile, le principal des choses, c'est d'arriver à ne pas perdre d'argent. C'est vrai. Nous, on a un fonctionnement qui est quand même assez particulier parce que organisons organisant cela totalement en famille, on n'a absolument pas de charges salariales, de choses comme ça. Donc déjà, ça enlève une grosse part du budget. D'accord. La partie la plus importante déjà, ce sont les dotations. Hein, je pense que nous, sur notre budget, c'est à peu près 50-50 entre les dotations et les frais de. Parce que quand une épreuve est estampillée Tropicana, par exemple, ce n'est pas la marque elle-même qui gère toute la dotation, les goodies et Non, tout. non. D'accord. C'est des équilibres pareils suivant chaque marque. Ce sont des équilibres. Ce sont des D'accord, très bien. équilibres. Je vois. En revanche, cette année, si on prend le cas de Rolex, ils ont voulu que le Grand Prix, et je pense que c'est un souhait sur toutes leurs étapes en dehors Grand Slam. du Grand Slam, c'est que le Grand Prix soit le plus doté, puisque c'est un Grand Prix à 500 000 euros. Et ils ont rajouté 200 000 euros à leur participation habituelle, mais à mettre uniquement en plus sur le Grand Prix. Donc, ce Grand Prix qui était doté à 300 000 euros est passé à 200 000 euros par Rolex. D'accord. Une question de Pauline, justement, est-ce que c'est envisageable que Dinard intègre le Rolex Grand Slam? Est-ce que ça s'est déjà posé? On rappelle ce grand chelem avec Aix-la-Chapelle, Sertogenbosch, Genève et Calgary. Oui, la question s'est posée. Et puis, en fait, ils ont rajouté Sertogenbosch à la place de Dinard pour qu'il y ait un équilibre entre extérieur et indoor. D'accord. Bon, c'est. Tant pis. Une question de Baptiste. Est-ce que le jumping de 2021, parce qu'on rappelle effectivement il y a eu l'annulation Oui. du Oui, on a 2019. attendu vraiment, on espérait pouvoir le faire. On avait dit qu'on attendrait même jusqu'au 1er juillet, puisque on avait tout organisé pour pouvoir vraiment tout mettre en branle, en fait, au 1er juillet. Mais la dernière intervention du Premier ministre nous a montré que ce n'était pas la peine d'attendre jusqu'au 1er juillet, qu'il n'y aurait rien à faire. Et donc vous êtes déjà, sa question, est-ce que vous êtes déjà positionné sur une date pour 2021? Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement. Bon, logiquement, on avait la date habituelle, donc de toute façon, on est déjà sur cette date-là. On ne sait pas encore exactement. Vous avez signé, parce que quand vous obtenez un accord d'exploitation d'un complexe sportif, on imagine qu'il y a une durée de contrat. Vous avez signé pour 8 ans, ce qui nous amène à 2021. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Ben, on va repostuler pour avoir la délégation de service public. Bon, on pense qu'on l'aura, même si d'autres candidats peuvent se positionner. D'accord, oui, donc c'est toujours des réarbitrages. Bon, c'est la vie, la vie d'entrepreneur quand on est comme ça. Absolument. Parce qu'il y a toujours ces facteurs
et public et politique avec la ville directement, les municipalités? Oui. D'accord. Et comment ça se passe? C'est vrai, quand on arrive à Dinard, bon, c'est un concours, ça magnifie le cheval, c'est limite de l'art, ce rose, ce vert. Euh, Pourquoi ce rose, justement, à l'été du Valporé? Question de Alors, Pauline. mais je pense que si c'était pas sur de l'herbe, ce serait peut-être pas du rose. Mais quand on regarde dans la nature, en fait, les fleurs qui ressortent très bien sont des fleurs roses sur l'herbe. Et donc, c'est pour ça, c'est pour faire chanter l'herbe. C'était vraiment la couleur qui allait le mieux avec l'herbe. C'est pas, enfin, j'adore le rose, mais comme chacun sait, je suis plus souvent en noir qu'en couleur. Donc c'est pas parce que je porte du rose, si je porte du rose, ça m'arrive une fois par an pour le concours. Mais c'était vraiment là aussi une question d'esthétique. C'est vraiment la couleur avec laquelle l'herbe ressort le plus. Et puis, ça permet de mettre des fleurs qui sont quand même les fleurs de la Bretagne. Les hortensias, c'est la fleur de la Bretagne, donc des hortensias roses. Ceci dit, on mettait déjà des hortensias roses à Fontainebleau. Vous êtes d'ailleurs de cette partie de la France, parce qu'on sait que les Bretons sont quand même euh, une population qui revendique fortement leurs racines. C'est quelque chose à laquelle vous étiez préparé? Ah, je suis absolument pas bretonne. D'accord. Ouais, donc, Je suis plus normande que bretonne, donc ce qui est très très difficile à vivre en Bretagne. une question de Pauline. Hier, Gilles Bertrand de Balanda nous a donné ces quatre termes qui définissaient pour lui euh, ce qu'il fallait faire pour devenir un bon cavalier. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les qualités requises pour être organisateur de concours? Il faut être organisé, il faut avoir le sens de ce qui va être bon pour les chevaux, pour les cavaliers, pour le public. Je pense que c'est des choses. Donc il faut regarder les autres en fait. Il ne faut pas se regarder soi, ce que l'on aurait envie pour soi de faire. Il faut regarder ce que l'on va apporter aux cavaliers, aux chevaux et au public. Et quand je parle de public, c'est au sens large, parce que ça veut dire aussi toute la médiatisation. Je pense qu'il faut se rendre compte que par rapport aux autres sports, souvent c'est perçu par les organisateurs comme un sport intimiste. On fait ça entre soi, entre cavaliers, entre propriétaires, un petit peu de communication parce qu'il faut, mais la résonance médiatique est mise un petit peu de côté, je trouve. Or, il faut aussi, si on veut que nos cavaliers se sentent bien, il faut aussi arriver à médiatiser ce sport. C'est pour Donc ça ça, je que pense que c'est important. c'est pour ça que vous faites un derby, c'est pour ça que c'est gratuit pour avoir ce public qui vient soutenir tout ce monde. Alors, le derby, c'est aussi une histoire. Hein. Il y a tout le derby de Dinard. Alors, ce n'est pas aussi connu que le derby d'Ixted, mais c'est quand même un derby historique. Le fait que ce soit gratuit, oui, pour nous, c'est quelque chose de naturel. Il faut aussi que ce sport soit un sport populaire. Ça passe toujours pour être un sport élitiste. Oui, c'est élitiste parce que bah, les- historiquement, ça paraît assez élitiste, mais en fait, par rapport aux autres sportifs, les cavaliers ne sont pas ce qu'on essaye de faire paraître, c'est-à-dire des gens extrêmement riches. Ce ne sont pas les courses, ça n'est pas le foot. Donc, il faut que ce soit un événement populaire. Et
qui dit populaire dit que on ne paye pas allez, 50 euros pour regarder passer une demi-journée. Donc pour moi, c'est quelque chose, enfin, c'est un sport et des manifestations qui doivent être gratuites. Alors je ne dis pas qu'en indoor, c'est la même chose parce que c'est totalement différent, mais en extérieur, je pense que c'est important. D'accord. Est-ce que quand ça fait autant d'années sur le même terrain, avec la même équipe qu'on est rodé finalement, est-ce qu'il y a toujours quand même une oreille qui essaye de prendre tous les retours possibles pour améliorer, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais mettre plus de poubelles, peut-être qu'il n'y a pas assez de poubelles, mettre plus d'éclairage, si, ça, comment vous faites pour tous ces petits retours d'expérience chaque année? Oh, c'est du bouche à oreille. Alors ça, c'est un autre de mes fils qui en fait est le directeur du concours, Axel, D'accord. qui gère tout ça. Et donc, on a parlé du passé, votre passé, puis le passé de Dinard, qui a accueilli de nombreuses échéances mondiales, en tout cas européennes. Quel est l'avenir de l'été du Valporé, à part le C6 5 étoiles? Vous avez des prétentions de championnat? Alors nous avions des prétentions de championnat. Nous avons d'ailleurs présenté notre candidature Pour pour 2021, non? euh, non, on les a présentés pour 2019. Ah oui, d'accord. Oui. On a été retenu, on a passé l'oral à Lausanne avec 20 représentants de la commission de sélection du championnat. Je reconnais qu'on avait eu vraiment une très bonne impression de la prestation. On avait senti que ça passait très bien. On avait en face de nous Rotterdam. On avait senti que ça passait Uniquement. vraiment très bien. Auparavant, j'avais été faire une visite au président de la FEI et j'avais 3 questions à lui poser. Est-ce qu'un terrain en herbe, alors que tout le monde dit que pour les championnats, ça doit être un terrain en sable, est-ce que pour vous c'est un problème? Réponse non, pas de problème. Deuxième question, nous sommes habituellement sponsorisés par Rolex. Nous savons très bien que pour des championnats, ça doit être Longines, mais est-ce que c'est un point négatif pour vous que l'on soit Rolex habituellement? Non, pas du tout. Troisième question, nous avons l'intention de présenter uniquement le saut d'obstacle. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que nous devons présenter aussi le dressage? Réponse, non. On voudrait distribuer les épreuves, le championnat d'Europe au plus grand nombre de nations. Donc, séparer le CSO du dressage nous va très bien. Très bien. Donc, on Bon, présente vous étiez bien parti. que le CSO, on était bien parti. Et résultat des courses, eh bien, on a été recalé et ils ont préféré Rotterdam parce qu'on n'avait pas présenté le dressage. D'accord. Cherchez l'erreur. C'est des questions de conflit d'intérêts avec Rolex qui sont pas avouées. Probablement, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Mais comment Bon, c'est? ceci dit, Rotterdam était un très beau site, Oui, il faut etc. arbitrer. Mais bon, j'aurais préféré qu'on me dise carrément non, franchement, présentez pas votre candidature. D'ailleurs, j'ai reposé la question pour l'organisation de 2021. Là, j'ai été carrément voir un représentant de Longines en lui disant, voilà, je sais que bon, la FEI et Longines ont un parcours particulier. Est-ce que vous pensez que nous avons une chance?
Et on m'a répondu, écoutez, s'il y a un représentant Longines, probablement pas. D'accord. Mais parce que vous parlez de Longines et de la FEI, j'imagine que vous en aviez du coup parlé à Rolex, qui, qui eux étaient Oui, ouverts mais sur. eux, ça ne leur posait pas de problème qu'on Ouais, parce qu'on que finalement, soit, qu'on soit Longines pour les championnats d'Europe. Et donc, Cette année-là, on aurait fait 2 manifestations d'ailleurs, un CSI normal et des championnats d'Europe. et du coup, vous baissez les bras pour une On potentielle pour le on a, moment. on sait pas, mais on va laisser passer un tout petit peu de temps et voir comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que habituellement c'est sur sable, mais on a eu Aix-la-Chapelle en 2015 sur herbe. Il y a des concours mythiques comme ça où l'herbe est bien maîtrisée et où les éléments ne peuvent. Absolument, absolument. D'ailleurs, M. De Vos m'avait répondu, non, on sait que Dinard est un très bon terrain en herbe, donc il n'y a pas de problème pour l'herbe. D'accord. Et donc voilà, votre objectif, si on parle du futur, c'est de resigner peut-être pour le double d'année et puis essayer d'implanter un championnat sur un moyen terme. Bah, on aimerait, malgré tout, on aimerait bien. C'était un challenge qui nous intéressait et qu'on avait envie de relever. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, que Dinard, je vais prendre les dernières questions, mais est-ce que si vos autres activités se réduisent, est-ce que l'organisation de concours est quelque chose qui vous attire pour la suite, Donc, autre que Dinard? pas faire de l'organisation pour l'organisation. Si on a aussi un coup de cœur pour un site, pour un lieu, pourquoi pas? C'est vrai que vous avez eu un vrai feeling finalement avec Dinard. Ce sont quand même des coups de cœur hein, qu'il faut qu'on D'accord. ait. J'aimerais juste revenir sur la médiatisation. Euh, comment on voit que Christophe Hameux a instauré une Riders Master où Mm -hmm. les États-Unis, en tout cas le continent américain et le continent européen se battent entre eux finalement. Des épreuves plus courtes, le Global Champions Tour a réduit le nombre d'engagés, la Global Champions League. Comment on trouve cette bonne alchimie pour garder le sport intact et puis avoir des formats télévisables, télévisuels? Je sais pas. Je pense que c'est surtout la beauté des images. D'accord, donc on en revient au cadre On de. en revient, voilà. Et comment vous exploitez le fait que vous soyez en bord enfin, je ne sais pas si on appelle ça le littoral là-bas, mais en tout cas, vous avez des belles plages, Oui. une ville magnifique. Est-ce que ça fait partie de la stratégie aussi d'un plan de, de prendre toute cette bulle et aussi de l'exploiter? Vous organisez des petites choses, des conférences de presse, des choses autour? Oui. Oui, on fait une conférence de presse, mais je pense que c'est surtout une médiatisation télévisuelle. On passe quand même dans 80 pays. D'accord. On a un nombre d'heures de retransmission très très importante. Et je vous dis, je pense que la beauté des images fait que là, pendant le confinement, où il n'y a effectivement pas beaucoup d'épreuves, bon, le Grand Prix de Dinard est repassé sur les. Bon, mais bon, je pense que c'est oui, la qualité esthétique des images qui fait que les chaînes se disent, bon, les gens vont accrocher, même s'ils ne sont pas des fans de l'équitation, c'est la qualité de l'image. Quand vous regardez, vous n'êtes pas obligatoirement attiré par les films animaliers, mais si vous regardez un film animalier de la BBC, Ouais, c'est vrai. vous regardez jusqu'au bout. Donc, c'est ça qui compte aussi. C'est la qualité, enfin, ce que j'appelle la beauté d'une image compte aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette pergola, Voilà. c'est dans cette. D'accord, très bien. Eh ben merci beaucoup Daniel, c'était très très riche, très intéressant.
je vois plus de questions. Je pense que tout a été bien balayé. On espère pour voir à Dinard l'année prochaine. Ben, Écoutez, on est très triste de ne pas avoir pu le faire cette année, mais bon, ce sera encore plus beau l'année prochaine. oui, c'est vrai que vous avez un public Et puis, fidèle, non? Je vois tout de et suite. puis surtout, espérons que tous ces problèmes passent et que, que les centres équestres s'en sortent. Parce que bon, nous, c'est pas le problème, mais quand on voit à l'heure actuelle les problèmes que rencontrent les centres équestres, il faut reconnaître que enfin, un tas de magasins ont été fermés. Mais vous fermez la porte d'un magasin de chaussures, bon, il y a l'électricité, l'abonnement électrique qui reste, un certain nombre de choses, vos emprunts si vous avez des emprunts. Tandis que pour un centre équestre, vous fermez, personne ne peut être mis au chômage partiel parce qu'il faut continuer à nourrir les chevaux, à sortir les chevaux, à les travailler, et il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc je pense qu'il faut vraiment penser au centre équestre et les aider. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'élan de solidarité, même en Bretagne dernièrement. C'est vrai que c'est la beauté de travailler avec un Oui, animal et pas une raquette. Et d'ailleurs puis, en parlant de ça, comme il y a une vente aux enchères, on a mis un engagement pour une étoile de 2021 aux d'accord. enchères pour les Ouais, bah, cavaliers super. solidaires. Ça fait de la pub pour ça. Je vois, Voilà. je vois Thierry Rosier qui est triste. Son concours de cœur n'aura pas lieu cette année. Bon, petit clin Et d'œil non, de Thierry. Eh ben, merci beaucoup. Bonne merci. soirée Bonne journée. et puis à très Merci. vite.